Passionné par l'histoire du temps depuis plus de 20 ans, Xavier a pour mission d'aider des amateurs à dénicher des montres mythiques. Bonjour Marie, Bonjour Xavier. comment allez-vous? Oui, ça va, merci et vous? Alors, vous cherchez une Omega Speedmaster pour votre mari? C'est ça. Par contre, ce principe, ce serait peut-être sympa de trouver une montre de son année de naissance. C'est la bonne référence, 1970. Je vais l'appeler le vendeur. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur l'Omega Speedmaster de 1970, qui est à 6300 €. Je voulais savoir si elle était toujours en vente. Ok, super, super, à demain! Xavier a demandé à Mounia, souvenez-vous, elle avait présenté sa Patek Philippe Calatrava sur Dailicious, de pouvoir rencontrer le vendeur dans sa boutique Mister Chrono à Paris. Ah, ça doit être Hugues le vendeur. Les amis, les affaires commencent. Hugues? Oui, bonjour Hugues. Enchanté, Ravi de vous rencontrer. désolé pour le retard, un petit peu de circulation. Il n'y a pas de souci. On s'installe? Allez. Hugues, une belle grande Seiko ça. Effectivement, ouais, je suis tombé amoureux de cette marque qui fait des super montres et des super produits. Pour financer une grande Seiko, c'est pour ça que vous vendez la Speed? Non, je ne sais pas encore ce que je vais financer, mais vous avez aussi une belle Archimède. Hein. Ouais. Belle montre d'aviateur. Exactement, exactement. Alors, cette Speed, vous l'avez Vous amenée? voulez voir la bête? Exact. C'est parti les amis. C'est comme ça que ça commence une vente. La voilà. La voilà. Alors, bon bah ça me paraît être celle des photos de l'annonce, hein? Absolument, celle que je vous ai envoyée hier. Est-ce que je peux l'essayer? Absolument, bien sûr. Donc, racontez-moi un peu son histoire, vous l'avez eu quand, et puis pourquoi vous voulez vous en séparer? C'est une montre que j'ai depuis l'âge de 20 ans. En fait, mon père se l'était acheté à ma naissance en 1970, et puis à mon 20e anniversaire, il m'en a fait cadeau. Voilà, donc on a une histoire commune de 30 ans maintenant. J'ai une attache sentimentale avec cette montre, et j'ai pas envie qu'elle tombe dans des mauvaises mains, je dirais. Donc, quelle va être son histoire après moi? Ça, c'est important pour moi. Alors, son histoire complète, j'en sais rien. Moi, mon métier, c'est pas d'acheter et revendre des montres. J'aide des personnes que je connais, que j'apprécie, et qui à trouver des montres. Là, on est vraiment sur une montre vintage qui a 50 ans. Et justement, je cherche une Omega Speedmaster de 1970. Peu importe la référence, en fait. Mais il faut qu'elle soit de 1970 puisque c'est un cadeau pour les 50 ans de son mari. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel elle tient. Vous avez l'extrait des archives pour Bien sûr, qu'on regarde quand est-ce qu'elle a été faite. On ne sait jamais, les amis, peut-être que ça va tomber sur la date exacte. Mais ce que vous me racontez me plaît parce qu'effectivement, elle va continuer son histoire avec quelqu'un qui en plus est né la même année que moi. Donc c'est un discours qui me parle. Ok, le cadran est vraiment sympa, légèrement chocolat. Le boîtier n'a pas de gros choc. Donc, Alors, elle est pas belle, Xavier, cette montre? Elle est belle, mais je vais quand même regarder tout ce qui fait la caractéristique de ce modèle. Alors, le logo Omega peint, ok. Le fameux step dial, donc avec une petite marche autour, entre la lunette et les cadrans secondaires. Les symboles T de tritium. La grande trotteuse des secondes qui est la bonne, hein, qui croise le logo Omega. Non, mais je vous garantis, Xavier, elle est 100% d'origine, cette montre. Donc, Ouais. aucun souci sur
sur l'ensemble des pièces dessus. Oui, non mais je veux tout vérifier, Hugues. Vous voyez, elle n'a jamais été polie. Semble-t-il, vous êtes un connaisseur, donc j'ai confiance, mais Je c'est les sais. grands boutons poussoirs, donc ça c'est bon. Ah, à 10h, il y a un petit graton quand même, mais bon, je pense que c'est juste de la peinture des aiguilles qui est partie, donc ça c'est la vie d'une montre, mais comme quoi ça montre qu'il y aura du travail chez l'horloger. Mais elle n'a jamais été retouchée, ça le montre aussi. Ouais. Il va falloir quand même qu'on discute du prix, Hugues. Hugues, Je vous vous écoute, vendez une Xavier. montre, j'en cherche une. Moi, je vais être très direct, je vous en propose 5006. Non, c'est trop bas, Xavier. Sincèrement, c'est trop bas. Ça fait, plus de 10% de moins que le prix que j'en propose. 5006, non, il faut faire un effort encore. Moi, je peux faire un effort jusqu'à 5008. Il est dur, Hugues. Écoutez, on fait un petit effort tous les deux à 6000, un chiffre rond. À 6000, vous partez avec. Elle est à vous. Ah, il hésite. Le chrono tourne. Il va falloir se décider, Xavier. Allez, les amis, j'ai confiance dans le vendeur. Ça, c'est un truc essentiel. Toutes les caractéristiques sont là. On y va. Ça marche. Vous faites une belle affaire, Xavier. La Speedmaster de Marie, référence 145022, a été fabriquée le 17 mars 1970, comme le précise l'extrait des archives officielles édité par Omega. Cette référence conserve la plupart des caractéristiques des modèles homologués par la NASA et portés par Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de l'alunissage. Son format de 42 mm de diamètre et 14 mm d'épaisseur en font pour l'époque une montre imposante et particulièrement adaptée aux activités à haut risque. Son boîtier asymétrique en acier, protégeant la couronne de remontoir et les boutons pressoirs du chronographe, complété par un verre en acrylique, sont le signe de sa robustesse. Le cadran noir, associé aux index blancs, confère à la Speedmaster une lisibilité essentielle pour les astronautes. L'échelle tachymétrique permettant de calculer la vitesse est disposée sur la lunette pour plus de confort de lecture. Les aiguilles et les index horaires sont traités au tritium, une substance luminescente radioactive facilitant la lisibilité dans l'obscurité. La fonction chronographe permet de mesurer les temps courts à l'aide de la grande trotteuse et des deux cadrans à 3 heures et à 6 heures. Cela permettra à Jim Lowell, le commandant de la mission avortée Apollo 13, d'éviter un drame, à l'aide de la fonction chronographe de sa Speedmaster, en corrigeant la trajectoire de retour sur Terre durant 14 secondes et ainsi amérir sain et sauf. Cette Speedmaster est équipée du calibre 861 à remontage manuel et possède une réserve de marche de 45 heures. C'est la seule différence avec celle homologuée par la NASA et portée sur la Lune qui était équipée du calibre 321. Le bracelet en acier est d'origine, mais très différent de ceux utilisés par les astronautes, qui utilisaient un long bracelet en nylon pour passer leur montre par-dessus leur combinaison. Une vraie légende, cette Omega Speedmaster. Bon, je crois franchement que j'ai fait une bonne affaire. C'est un beau modèle de 145022 avec une belle patine chocolat sur le cadran. J'ai confiance dans le vendeur. Mais bon, une montre qui a 50 ans, il y a beaucoup de petites choses à regarder. Vérifier les pièces, l'état d'usure, la lubrification. Donc c'est quelque chose dont va s'occuper Guillaume, l'horloger. Mais d'ici là, plutôt que d'attendre bêtement, on va aller rendre la visite à un astronaute français qui est allé 3 fois dans l'espace avec la navette spatiale et qui va nous raconter ce qu'est une Tool Watch et l'intérêt d'avoir une montre dans la conquête spatiale et comment ça a évolué au travers des années. Voilà. Mais bon, j'ai pas mal de route quand même à faire, donc je vais passer la vitesse lumière. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Ben, moi aussi. J'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous voulez savoir laquelle? Alors, J'aime bien les surprises. regardez ça. Je vous ai amené une Omega Speedmaster de 1970 et je me suis dit que ça allait vous rappeler des souvenirs. Ah ben c'est sûr, oui. Bon, je peux la prendre. Bien sûr, 1970, c'est un an après
le premier alunissage, le 20 juillet 69. Vous vous souvenez de cette époque? Ah oui. J'avais 11 ans Ouais. quand les premiers humains ont marché sur la Lune et j'ai vraiment un souvenir vif devant la télé avec mon frère jumeau, ma soeur, les parents qui m'avaient réveillé, mon père pilote de chasse. Et je me souviens, je ne réalisais pas que c'était les Américains avaient gagné une course contre les Russes. Pour moi, c'était des humains comme moi qui étaient là, debout sur cet autre corps céleste. Et j'ai vraiment cru toute mon enfance qu'adulte, je pourrais le faire un jour parce que ça allait se démocratiser. Et évidemment, cette montre, elle est mythique pour plusieurs raisons. Parce que c'est une montre pour moi qui porte toute une histoire, qui est une étape très importante dans toute l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'astronautique habitée. Le premier satellite est parti en 1957, le premier humain Yuri Gagarin en 1961, donc ça fait 59 ans cette année, et les premiers humains sur la Lune, c'est 1969. En 69, vous aviez 11 ans, votre père était pilote de chasse, ça veut dire que votre vocation, elle était déjà en vous. C'est Apollo et probablement Star Trek qui m'a beaucoup marqué aussi à cette époque. J'étais au Liban entre mes 13 et 16 ans et ma série télévisée favorite c'était Star Trek. Voilà. Et donc je rêvais d'être télécommandeur de sondes interplanétaires quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voudrais faire plus tard comme métier. Donc là vous avez ici sur mon blouson NASA, voilà, c'est mon blouson d'astronaute que la NASA nous donne qui est anti-feu en Nomex. Donc mon premier vol c'était dédié à l'étude de l'atmosphère, une mission pour la planète Terre, une mission pour les hommes dans l'espace, ravitailler la station spatiale russe Mir, et mon troisième vol pour aller réparer le télescope spatial Hubble qui était totalement en panne. Voilà. Et pour cette mission, la NASA m'avait confié une Speedmaster. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait confié comme Speedmaster? Oui, la NASA m'a confié un nouveau modèle qui s'est appelé à un moment donné la Mars Watch, Oui. et qui finalement s'est appelé la X33, et qui était une montre à quartz Oui. qui permettait d'avoir une mesure du temps très précise et aussi un affichage digital. Donc en plus d'avoir l'heure et les secondes de façon analogique, qui reste pour moi le summum de la lecture du temps comme ça. Quand vous lisez des chiffres ou des lettres, il faut interpréter les chiffres. Il y a un travail supplémentaire de traitement de l'information. Là, l'information analogique, c'est comme dans les avions. Vous savez, même dans les avions modernes d'aujourd'hui, on maintient, même si c'est recréé par des écrans, des indicateurs qui se déplacent linéairement le long d'une graduation, plutôt que juste des chiffres et des virgules, etc. Parce que l'analogique, c'est la façon de lire le plus vite et avec le moindre risque de faire une erreur. Le temps est très important dans les vols spatiaux. C'est que les corrections d'orbite se font à la seconde près. Chaque seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Dans le cas de rendez-vous orbitaux ou de précision de rentrer dans l'atmosphère pour aller rejoindre un point d'atterrissage précis, on ne peut pas se permettre de se tromper de plus d'une seconde. Bien sûr. Et d'ailleurs, il est connu que lors de la mission Apollo 13, Bien sûr, avec Jim Lovell. Jim Lovell, Racontez-nous ça, Jean-François. donc la mission Apollo 13 est une mission qui n'a finalement pas amené les astronautes sur la Lune, parce que pendant son allée vers la Lune, un réservoir d'oxygène a explosé. On sait très bien pourquoi, a posteriori, on a corrigé. C'était un design qui ne permettait pas de se protéger contre un seul court-circuit. Or, tous les vaisseaux spatiaux doivent être conçus pour pouvoir protéger l'équipage en cas de n'importe quelle double panne. Donc ils ont décidé de garder le module lunaire attaché, de passer derrière la Lune et de redonner une impulsion pour revenir vers la Terre. Oui. Donc une impulsion pour ralentir et être capturé par la Lune pour faire le tour, puis une autre impulsion pour retourner vers la Terre. Et ils ont utilisé leur Speedmaster pour allumer et éteindre le moteur au moment très précis. J'ai appris à piloter au cap et à la montre. Dans l'espace, lors du rendez-vous spatial. Le rendez-vous spatial consiste à aller rejoindre, en décollant depuis le sol, un vaisseau qui est déjà en orbite, à 28 000 km/h. Eh bien, si on perdait tous nos radars, tous nos systèmes au laser, etc. pour le rendez-vous, on apprenait à faire le rendez-vous spatial selon des techniques développées par Buzz Aldrin dans sa thèse en astronautique, son doctorat, Oui. au cap
et à la montre, comme le petit avion. Et ça marche. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une montre fiable Ouais. et précise. Est-ce que dans la grande confrérie des astronautes ou des spationautes, je ne sais pas comment vous les appelez, vous avez rencontré, côtoyé l'un des astronautes américains qui a marché sur la Lune? Alors j'arrive dans le 14e groupe d'astronautes de la NASA et on me présente John Young, Ouais. qui pour moi est le plus grand de tous les temps à ce jour. 6 vols spatiaux, 2 Gemini dans le premier, 2 Apollo vers la Lune, dont 1 sur la Lune, et 2 missions en navette spatiale, dont le premier vol de la navette spatiale. Et John Young est encore actif instructeur Ouais. pour les jeunes astronautes sur la navette spatiale. Quand vous avez démarré? Quand j'ai démarré, j'ai eu John Young en place gauche, Ouais. dans le simulateur, Waouh. avec moi, et qui était mon instructeur. John Quelle Young, mission Apollo John Young était sur Apollo 10, D'accord. dans le module de commande qui est resté en orbite lunaire, puis le commandant de bord d'Apollo 16, qui a amené 3 astronautes vers la Lune, dont 2 sur la Lune, lui et son pilote Charlie Duke, que j'ai connu un peu plus tard, très grand ami, adorable, et qui m'a inspiré pour choisir ma montre Speedmaster mécanique. C'est vrai? Ouais, oui. J'ai l'impression que c'est celle que Jean-François a au poignet qui, depuis tout à l'heure, me fait de l'œil. Regardez comme elle scintille. Elle est Alors, intégralement bleue. Elle s'appelle Comment elle le, s'appelle celle-ci? le Blue Side of the Moon, le côté bleu de la Lune. Le cadran est absolument magnifique. Il me fait penser à un ancien modèle d'Oméga qui était une Oméga Constellation. Et Constellation, c'est une myriade d'étoiles, on va dire. Et j'ai le sentiment que le cadran est en aventurine, qui Oui. fait que quand on le déplace comme ça, on a l'impression que c'est la Voie lactée qui est... S'il y avait un adjectif pour résumer votre Omega Speedmaster Blue Side of the Moon, ou une punchline, ce serait quoi? C'est très difficile parce que j'adore cette montre pour beaucoup de raisons différentes et chaque raison à elle seule mériterait que je la qualifie. La technologie, les matériaux, sa performance antimagnétique, sa précision temporelle. Mais il faut en choisir un. Un seul, les amis. Je la qualifierais de stellaire. Voilà. Je porte les étoiles avec cette montre au poignet. Et à ce sujet, j'ai une surprise pour vous. La surprise que j'ai pour vous, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah non. Ah, ça me dit quelque chose. Mais c'est la fameuse Omega Speedmaster X33. X33, Skywalker. Ah. dont je C'est- suis l'inventeur. D'accord. Et qui m'a valu de travailler avec Omega, d'aller à Bienne, de voir comment ils travaillent, d'échanger avec leurs ingénieurs. C'est une expérience fantastique et qui est devenue la montre que portent aujourd'hui les astronautes dans l'ISS. Donc qu'est-ce que vous avez inventé, Jean-François, sur ce modèle? Alors c'est intéressant parce que lorsque j'ai conçu cette montre, une des fonctions principales qui me manquait, c'est le Mission Elapsed Time programmable en rentrant une date. Quand vous connaissez la date du T0, comme le décollage, l'instant zéro de décollage à la seconde près, vous rentrez la date, jour, heure, minute, seconde, la montre qui sait quelle heure il est, parce que c'est quand même sa fonction numéro 1, elle fait la soustraction pour vous et elle vous montre spontanément combien de temps il reste en jour, heure, minute, seconde, jusqu'à cette date ou écoulé depuis cette date. Donc j'ai un Mission Elapsed Time très facile à programmer. Alors, la montre, le modèle X33 précédent d'Omega avait déjà le Mission Elapsed Time. D'accord. C'est-à-dire Mais il fallait l'enclencher. Omega, oui. Omega était la première marque à proposer une montre qui affiche un Mission Elapsed Time, c'est-à-dire un compte à rebours qui passe les zéros, continue en avant en comptant secondes, minutes, heures et jours. Mais la façon de le programmer, c'était comme un timer classique. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Donc, À quelle alors, occasion vous avez imaginé ça? un jour, j'étais en mission à Moscou parce que j'étais responsable de la définition des écrans de contrôle de la Station spatiale internationale. Et puis, le soir, je m'ennuyais à l'hôtel. Et j'ai rédigé un petit fascicule, la montre idéale pour le vol spatial et la navigation en général. Une fois que je l'ai faite, l'ESA m'a dit, l'Agence spatiale européenne, tu as inventé ce concept de montre, de fonction et d'affichage, tu es déclaré l'inventeur, mais on va protéger ton invention en payant la protection du brevet. Et maintenant, essaie de trouver une marque pour faire la montre. Et Omega est la première marque qui m'a rappelé.
en me disant « Écoutez, monsieur Clairvoy, on aimerait faire votre montre, à condition qu'on utilise le boîtier, les technologies, les matériaux de la X33 existante. » Et c'est comme ça qu'ils m'ont invité à Vienne et qu'ils m'ont proposé le choix du nom. Voilà des noms qu'on a protégés depuis longtemps. Donc je regarde, je vois Skywalker. Skywalker est protégé? Vous appartient? Il me dit oui, oui. Alors voilà, j'en dis Skywalker. C'est comme ça que c'est maintenant, cette montre s'appelle la Speedmaster Skywalker X33. C'est gravé derrière. Alors, le premier de la série, dans l'accord de licence, Omega les a mis à la disposition du corps des astronautes de l'ESA. Et a commencé à en fournir aux Russes pour tout équipage qui monte dans le Soyouz. Donc voilà mes 2 Oméga, et donc je ressemble un peu, si je fais ça, à Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, il porte 2 montres à son poignet. Oui. Il porte la Speedmaster mécanique Oui. et ma montre. Quand je l'ai vue peu de temps après qu'elle soit sortie sur le marché, qu'elle soit fabriquée en série, je rencontre Buzz, je dis mais you have my watch? He said yes, I know this, you invented that. Voilà, donc c'est une montre fabriquée par Omega et qui a un look, elle est magnifique. Alors justement, en termes d'outils, Jean-François, il va falloir que je vous laisse pour amener cette Speedmaster chez Guillaume l'horloger, puisque je l'ai obtenue pour une personne qui veut l'offrir pour les 50 ans de son mari. D'accord, donc je suis arrivé à la vitesse de la lumière, mais il faut que je reparte assez vite. Si je vous appelle Scotty, est-ce que vous pouvez me télétransporter? Oui, ben je vais vous téléporter. Vous êtes prêts? Oui. Il est bon le Jean-François. Hein. Il m'a fait arriver pile poil devant l'atelier du temps. Salut Guillaume. Comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu étais en train de bosser sur quoi? Alors là, je suis sur une petite 16800 de 1983. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce que c'est les dernières générations de cadres mat et ils les ont posés sur des verres saphir. Donc ça te donne une bonne lecture et c'est vraiment sympathique. L'alliance des deux, ça donne quelque chose qui n'est pas commun, quoi. Ouais. Donc là, c'est Rolex Submariner. Et ouais. Ouais. Mais bon, je viens pas te voir pour une Rolex, je viens te voir pour une. Dis-moi tout. Regarde, une Omega Speedmaster 145-022 1970. Ah, Je veux que tu y jettes un œil. le modèle qu'on aime bien, ça. Ouais, que tu regardes ça un peu, qu'est-ce qu'on a à faire dessus. Alors, C'est là que c'est chaud. Le verdict va tomber, est-ce qu'on a fait une bonne affaire? bah concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ta montre. Hein. T'as bien chiné, tout correspond à ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'entre la composition du cadran, avec les aiguilles, les poussoirs, la couronne, pour moi tout est bon d'époque. Donc qui sort d'un tiroir, ça. Pas complètement, c'est une montre que le vendeur a gardée pendant 30 ans, mais il a reconnu qu'il n'avait pas fait réviser depuis 10 ans. Et donc là, moi je me dis quand même, tu vois, un peu les huiles, je suis pas sûr qu'elle ait tourné, il me dit qu'il la portait constamment, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut regarder tout ça. Au vu de l'état général de la montre, moi je pense qu'on va juste partir sur une révision. Ok, Parce que c'est quelque chose de normal, ça arrive très souvent que les montres ne soient pas révisées pendant 10 ans. ok. Et ce mouvement-là est très robuste. Le 861 est un calibre voilà, qui est un petit peu à toute épreuve. Ça marche. Je pense pas que tu vas avoir beaucoup de changements de pièces, même pas du tout. Ouais. Tu peux partir dans ta tête que tu vas pas avoir de changement de pièces. Yes. Il n'y a pas de problème avec la pièce, avec la fourniture, le poussoir, tout ça, tout est full origine, c'est une vraie belle montre. Et écoute, franchement, Tu peux me faire une révision pendant combien de temps là? je vais te la faire en une semaine. Donc, Ouais. Ouais. une ok. petite semaine, et puis tu vas partir, pour toi, on va te faire un petit prix à 300 €. Ok, ça marche. Super. 300 € s'il n'y a pas de changement de pièce. Je pense, il n'y aura pas de changement de pièce, ça m'étonnerait. Vu l'état de la montre, ça m'étonnerait qu'il y ait Bon, des changements si de pièces c'est le là-dessus. cas, si c'est le cas, tu m'appelles pour que Ouais. j'en parle à Marie. Ok. Tu me laisses une semaine, Ouais. même jour, même heure, Ouais, ok, ça marche, je vais y arriver. tu Super, vas avoir un c'est cool. problème. Ah ouais, j'ai pas de montre là. Et ouais, mon pote. Ah, Donc moi, ce que tu je te vas m'en propose- prêter une? Bah bien sûr. Ah, Génial, la fameuse LIP après-vente. après-vente. Des années 70, Et montre ouais. de prêt, prêté par ton horloger. Je suis ton horloger, je te prête une montre.